a énormément développé dans ce sens-là, du direct, des vidéos natives sur les réseaux sociaux. Et puis, parce qu'il y avait une sorte de notion qui était que l'audio était insuffisant dans un univers visuel, dans l'univers très visuel d'Internet. Cette notion-là d'insuffisance, aujourd'hui, elle n'existe plus. Toutes les discussions et tous les projets dont on a parlé aujourd'hui en sont la preuve. Et tout cet espace qui a été créé là pour la création sonore, la création audio, nous, chez Europe 1, évidemment, elle nous a donné envie de revenir un peu aux bases de notre métier, qui est la radio. Et de regarder un peu et de se dire tout bêtement, en fait, pour faire des podcasts, on en fait déjà naturellement, mais pour créer des nouveaux podcasts, on a tout ce qu'il faut en interne chez nous. Il suffit juste de réfléchir à un projet sur lequel on puisse travailler. C'est le projet dont je vais vous parler qui est là. Le projet, en gros, l'a lancé à l'occasion du Festival de Cannes. C'est parti, donc il a la spécificité d'être parti d'une création qui a été faite pour le web, coproduit par les équipes du web et de l'antenne. Et ça a commencé par un podcast concret de 10 minutes, concret pour le web, et qui a terminé à l'antenne. Alors, comment ça s'est fait ? Le thème général, il est là, c'était 10 années cultes, les 10 années cultes du festival, racontées à partir d'archives Europe 1 par les deux journalistes cinéma d'Europe 1, qui sont Mathieu Charrier et Bruno Crass. Et donc, on a créé ces formats-là pour le web. Et dans le processus de création, qui a un peu impliqué toutes les équipes et web et radio, on s'est dit, en fait, on est tellement à fond dedans qu'on a envie que ça donne lieu à quelque chose à l'antenne. Et ça a donné lieu, chaque jour du festival, à une pastille de 2 minutes 30, donc plus courte et plus formatée radio aussi, à l'antenne, qui renvoyait à chaque fois vers la version intégrale et la version enrichie sur le site d'Europe 1 et sur iTunes en podcast. Et on vient de boucler complètement la boucle en décidant que cet été, ça serait aussi dans la grille d'été, donc diffusé cette fois-ci dans sa version intégrale, donc dans sa version un peu plus faux-folle, je vais vous en parler après dans la façon dont on l'a écrit, dans sa version intégrale, à l'antenne, dans la matinale week-end pendant tout l'été. Voilà, donc c'est une triple utilisation. Je peux peut-être vous faire écouter déjà un premier extrait pour qu'on voit de quoi on parle. Du coup, il faut que je clique ici. Ça, c'est le premier. Hop. Ah. Moteur Europe 1. Alors, Monsieur le Président, qui a la Palme d'Or? Jane Campion. Bruno Crass, Mathieu Charrier. Jane Campion, qui est donc la première femme de toute l'histoire du Festival de Cannes à recevoir la Palme d'Or. Pour son film La leçon de piano. Aujourd'hui encore, aucune autre réalisatrice n'a reçu la récompense suprême. Et cette année 1993 avait fait la part belle aux femmes, puisqu'on défilait sur la croisette Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Emma Thompson, Liz Taylor ou encore Isabelle Adjani. Le Festival de Cannes. 70 ans de légende. 1993. Dès l'ouverture, le 13 mai 1993, c'est une véritable icône du cinéma français qui est là, Catherine Deneuve. Une anecdote qui a marqué l'année, là c'est la première palme décernée à une femme, et je vais vous faire écouter juste l'année 73. Europe 1. Un scandale! Un scandale! Mathieu Charrier, Bruno Crass. Ce scandale, 44 ans. Europe 1. Un scandale! Un scandale! Mathieu Charrier, Bruno Crass. Ce scandale, 44 ans après, il hante encore la croisette. Et le film La Grande Bouffe de Marco Ferreri, l'histoire du suicide de 4 hommes, par gavage, nourriture et sexe compris. Ferreri veut dénoncer la société de consommation. Il a surtout provoqué l'un des plus grands chocs de l'histoire du festival. Le Festival de Cannes. 70 ans de légende. 1973. La Grande Bouffe, c'est l'histoire de 4 hommes. Philippe Noiret. Bonjour, monsieur. Marcello Mastroianni. Bonjour. Michel Piccoli. Bonjour. Et Ugo Tognazzi. Enchanté. Qui décide de se suicider en mangeant et en baisant, entre guillemets, jusqu'à en mourir. Au milieu de ce quatuor, une femme jouée par Andrea Ferreol. N'aie pas peur, je ne te piquerai pas. Il faut manger. Voilà. Ça donne juste un rapide aperçu. Pour nous, il y avait 2 enjeux sur ce projet. Le premier, c'était d'arriver à faire travailler tout le monde, et le web et les équipes radio, sur un même projet, avec parfois des façons de faire différentes, des envies différentes, des emplois du temps différents, et d'arriver à motiver tout le monde là-dessus. On s'est rendu compte que ça allait être très facilement le cas, parce que tout simplement, quand on essaye de faire de la vidéo, ça fait toujours un petit peu
peur en interne sur des équipes radio, par exemple, parce que ça paraît éloigné. Mais dès qu'on a commencé à parler podcast, tout le monde a évidemment entendu parler des succès des podcasts américains. En interne, tout le monde en écoute. Donc très rapidement, ça a permis à tout le monde de se projeter en disant bah, tiens, moi j'ai une idée ou j'aimerais faire ça. Donc ça a permis vraiment de travailler en synergie. Et le deuxième enjeu, c'était d'arriver à sortir de nos codes habituels de la radio, parce qu'il y a un certain paradoxe. D'un côté, peut-être par rapport à d'autres acteurs du podcast, on peut se dire qu'on a tout en interne. On a des producteurs, des journalistes, des documentalistes, tout l'équipement qu'il faut. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient ou le danger, c'est qu'on est habitué à faire des formats beaucoup plus classiques qui correspondent à ce qui est diffusé à la radio et que si on fait un podcast pour le web, c'est pas pour refaire une émission de radio qu'on va ensuite diffuser en podcast. Ça, on le fait déjà et on n'a pas besoin de créer quelque chose de spécial pour ça. C'était d'arriver à se libérer, c'est ce que tout le monde avait envie de faire, de se libérer un espace un peu plus créatif où les journalistes puissent s'exprimer, où l'équipe de prod puisse aussi s'éclater sur ce qu'il va faire et où on puisse vraiment prendre le temps tous de faire un produit qu'on a envie de faire écouter. Et sur ça, on a du coup beaucoup travaillé aussi avec les archives d'Europe 1. Il y a un énorme patrimoine de sons qui est inexploité, enfin, en tout cas inexploité dans la création audio pour le moment. Et ce podcast-là, c'était l'occasion, on ne l'a pas beaucoup entendu là, mais l'histoire, elle est vraiment racontée en se basant et sur des extraits de films et sur des archives des journalistes d'Europe 1 qui étaient sur la croisette à ce moment-là, qui ont fait des interviews des personnalités concernées. Et ce podcast-là, il sert vraiment à les remettre en perspective avec un ton plus libre, plus marrant, avec peut-être un angle un peu plus fort que ce qu'on aurait fait en version plus classique à l'antenne. Merci, c'est super. Alors, est-ce que, du coup, tu as été tellement concise qu'on a même le temps pour une question? Oui, il y en a une ici. Je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour, toujours Stan des Croissants. J'ai une question concernant la réception que ça a eu, tant en externe, donc auprès des auditeurs qui peut-être n'attendaient pas ça, et donc du coup voilà, et aussi en interne, parce que l'un des intérêts de ce que j'ai compris, c'est aussi de réussir à faire qu'en interne, les gens travaillent ensemble pour un format web. Donc quelle a été la réception ? En interne, c'est au-delà de ce qu'on espérait, même c'est... par exemple, Sébastien Guidis, que je cite, qui est la personne qui était à la prod, il y a passé des nuits juste par plaisir. Il s'est commandé des DVD, des intégrales de La Grande Bouffe avec tous les scènes et tout, juste pour bosser dessus. Enfin, c'était un vrai plaisir. Il y a vraiment eu tout le monde qui bossait dans le même sens. Et le fait que ça ait été diffusé à l'antenne aussi derrière, c'est vraiment venu de là. C'était pas forcément gagné au début, mais c'est venu aussi de cet enthousiasme général. Et après, sur la réception externe, c'est ça c'est l'audience, la question qui est derrière, ou c'est l'audience, franchement, c'était qualitatif. J'ai pas eu de retour forcément direct. Enfin, tous les gens à qui on l'a fait, on a aussi recherché un sponsor, par exemple, sur ce projet. Tous les gens à qui on le faisait écouter étaient assez emballés et surtout surpris de voir que Europe 1 format un peu plus classique puisse, là on n'entend pas tout, mais puisse se permettre certains petits inserts un peu marrants ou un peu décalés. Donc ça, c'était super bonne réception. Après, en termes de chiffres, c'était une première pour nous, c'est un premier test pour essayer. C'est toujours dur de faire connaître un podcast dans une branche, ne serait-ce que sur iTunes, très techniquement parlant, dans une branche où il n'y a pas encore d'abonnés. Voilà, c'était pas notre enjeu. Notre enjeu, c'était de faire une première expérimentation et ça nous ouvre plein de portes pour ce qu'on peut faire derrière. Alors, ils sont un peu lâchés, mais à la fois, ils avaient du mal à dire baiser, parce que c'était... dans l'extrait qu'on a entendu, c'est « Oula, pardon, c'est vrai, je suis pas à l'antenne, merde, j'aurais dû le dire. » Une question de Fibre Optique qui va intervenir juste après toi. Bonjour. J'ai une question un petit peu méchante, mais j'annonce la couleur. Je le prendrai pas mal. Voilà, c'est un peu l'ADN de Studio 404. Donc là, on a des podcasts indés que je vois, et j'en représente un. Et nous, les podcasts indés, on a l'impression que Europe 1, Radio France, vous fabriquez, on va dire, par une métaphore, des chiens, et que les chats sont à la mode, et vous nous donnez des chiens, et vous les appelez les chats. Vous voyez, vous dites... parce que votre truc... Ouais. C'est pas un podcast. J'écoute ça à la radio, je sais que c'est pas Radio Kawa qui l'a fait, c'est pas Studio 404, c'est pas du tout ni l'ADN, ni le son, ni le ton podcast. Alors, et vous venez, vous dites des podcasts. Nous, on a envie de dire non, vous n'êtes pas des podcasts. Et alors, du coup, ça t'appellerait ça comment ? Juste pour. De la radio.
Alors, moi, la seule chose que je peux dire, finalement, peu importe comment je l'appelle, c'est plus dans le processus. Nous qui faisons des podcasts, c'est pas peu importe. Hein. Alors, moi qui fais de la radio, du coup, je peux dire que je peux pas appeler ça de la radio parce que c'est pas ce qu'on diffuserait à l'antenne. Du coup, on peut peut-être se mettre d'accord, si tu veux, sur une appellation entre les deux. Mais finalement, ce qui compte, c'est dans le processus. Et heureusement qu'on fait pas la même chose que vous, sinon on serait pas à notre place. Et heureusement que vous faites pas la même chose que nous, sinon on serait pas à notre place. Je pense que ces formats-là, justement, ils sont là pour que chacun puisse trouver son espace de liberté. Le nôtre, il sera pas le même que le vôtre. Et j'ai l'impression que c'est ça qui compte. Si ça trouve son public. La question est fondamentale. Je le dis aussi parce qu'il y a des méta, marketing, évaluateurs, metrics qui sont dans la salle. Et si vous agglomérez des podcasts indés avec des AAA de la radio, en confrontant les millions de vues et les dizaines de vues, les chiffres d'affaires de part et d'autre, effectivement, vous n'en tirez aucune conclusion. Vous en tirez des conclusions qui seront homogènes à celles de la radio. Et la radio, ce n'est pas du podcast, et inversement. Putain, il vient de me péter la baraque. Ça faisait toute l'après-midi qu'on a dit on n'oppose pas les formes d'audio, etc. J'étais pas là, donc ça tombe bien. Félicitations, merci. Mais pas de problème. Et après, il me pète doublement la baraque parce qu'il lance un débat à l'heure qu'il est. C'est pour ça que je réponds pas trop. Pas de problème. Non, bien sûr, bien sûr. Merci. Alors du coup, voilà, on te remercie puis on t'applaudit beaucoup. Et à très vite.